Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'une passion dont on ne parle pas assez souvent, je trouve, c'est le radio-amateurisme que vous pratiquez depuis 40 ans. Exact. Alors, la définition du radio-amateurisme, ce sont des personnes qui établissent des liaisons radio avec d'autres radioamateurs du monde entier. Cette définition vous suffit-elle? Oui, c'est exact. La définition, c'est la définition sèche du radio-amateurisme. Mais ça sous-entend que dans la conversation, comme partout, on sympathise plus ou moins avec certaines personnes et disons qu'il y a des liens qui sont plus forts que le fait simplement de parler dans un micro. On arrive à se faire des amis que l'on retrouve de temps en temps en donnant des rendez-vous, bien sûr, en heure TU, parce que dans le monde entier il faut travailler en temps universel et non pas en horaire local. Et ça nous permet d'avoir, je crois l'avoir déjà dit, des amitiés et des préférences pour certaines personnes de certains endroits. Tout le monde ne parle pas la même langue, bien évidemment. Alors, comment faites-vous pour arriver à vous comprendre? Bien, dans la plupart du temps, la plupart des radioamateurs bricolent la langue anglaise. Et quand on n'arrive pas vraiment à s'entendre, si le correspondant n'entend pas un seul mot d'anglais, à ce moment-là, on passe en langage morse. Donc nous employons des termes de 2 ou 3 lettres qui sont soit des codes Q, qui définissent des situations bien précises, ou décontractés de mots d'anglais, par exemple TKS, faire call, ce qui veut dire merci pour l'appel. Nous avons aussi pour terminer 73, qui veut dire paix et amitié, c'est le salut des radioamateurs. Et quand c'est une radioamatrice, on envoie aussi ces 88, c'est-à-dire la bise fraternelle. Ça c'est bien. En vous écoutant, Jean-Louis, je suppose qu'il faut passer un examen ou bien une licence. Si oui, quelles sont les démarches? Où faut-il s'adresser? Quelles sont les qualifications techniques et théoriques qu'il faut avoir? Oui, il ne faut pas, disons, au départ de qualifications techniques. Si on en a, c'est beaucoup mieux, mais il faut surtout apprendre, comme je l'ai fait pendant une période. J'ai un petit peu appris la radioélectricité à un niveau très moyen, mais pour comprendre quand même l'ensemble des choses. Et lorsque vous connaissez la radioélectricité, il vous faut bûcher la réglementation, qui est très stricte, en France comme ailleurs. Sortant de là, il faut apprendre le langage morse. C'est-à-dire que l'examen comporte encore aujourd'hui une épreuve de compréhension et de manipulation de la langue, du langage morse. Et il faut réussir ces 3 épreuves qui se passaient dans le temps, maintenant je ne sais plus exactement où c'est, dans un centre postal certainement. Dans le temps c'était Arcachon Radio, quand Arcachon Radio marchait encore. Arcachon Radio ayant arrêté, je ne sais pas à qui il faut s'adresser. Par contre, il y a une enquête, à l'époque, c'était les renseignements généraux, et aujourd'hui, je pense que ça doit être de la DCRI, sur un personnage. Il ne faut pas être porteur de bannière ou un petit peu sur les bords. Est-ce que ça veut dire en fait que si vous ne passez pas d'examen et si vous n'êtes pas reçu, vous n'avez pas le droit d'émettre? C'est tout à fait exact.
C'est-à-dire que si l'on s'amusait à émettre sur ces bandes sans autorisation légale du CSA, pardon, et c'est-à-dire sans l'obtention d'une licence, on est pirate. Et donc la loi nous punirait puisque l'on peut très bien détecter un émetteur. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'avoir votre indicatif. C'est tout à fait exact. C'est-à-dire que si l'on ne passe pas la licence ou que l'on ne réussit pas la licence, nous ne sommes pas indicativés. Et donc, à ce moment-là, nous sommes hors la loi. Est-ce que la licence ou l'examen sont les mêmes partout dans le monde, en fait? Je ne peux pas véritablement répondre à cette question, mais il est bien évident que, vu ce que nous voulons faire, les différentes questions posées lors des examens doivent être sensiblement égales dans la plupart des pays du monde. On arrive au niveau de la législation. J'ai essayé de la parcourir, mais c'est tellement très compliqué. On y retrouve les règles internationales, la réglementation européenne. En les parcourant, cela a l'air quand même assez vaste. Il existe des indicatifs permettant d'identifier le pays défini par la réglementation des radiocommunications. Enfin voilà, donc comment ça se passe? Il est tout à fait exact qu'il y a d'abord des services internationaux qui s'occupent de définir 4 zones. Et dans chaque zone, ils accordent à chaque pays des indicatifs. Un nombre, par exemple, de U1 à U25. Et après, c'est le pays lui-même qui distribue, dans les lettres qui lui sont attribuées, qui distribue ces indicatifs lorsqu'ils font passer les examens. Et il est évident que chaque radioamateur dans chaque pays a un indicatif différent. Par exemple, l'Espagne, c'est Echo Alpha, c'est EA, un chiffre et plusieurs lettres. Si j'entends EA, je sais que c'est un espagnol. Si j'entends W quelque chose, je sais que c'est un américain. N aussi, parce qu'il y a tellement de monde aux États-Unis qu'ils ont plusieurs lettres. W, N, plus quelques autres pour leurs îles côté Pacifique. Voilà, en gros. Et cela est géré, tout au moins en France, par le CSA. Je pense que c'est le CSA qui s'occupe de distribuer. Et par contre, il y a aussi le système des fréquences. Alors là aussi, c'est un organisme, c'est des organismes internationaux qui définissent, dans certains cas, parce que certaines sont immuables, mais d'autres peuvent bouger selon les endroits. Et ils définissent aussi les différentes fréquences. Par exemple, la Martinique et la Guadeloupe, en VHF, en haute fréquence, si vous voulez, en très haute fréquence, ont des bandes légèrement différentes de la métropole, parce qu'ils ne sont pas dans le même carré. Est-ce que quand on vous attribue un indicatif, vous l'avez à vie ou il change? Il reste le même tant que j'acquitte le prix d'une licence chaque année. Justement. Voilà, c'est-à-dire nous payons une redevance radio pour pouvoir nous servir de l'éther qui est de 46 €, rien à cacher, par an pour pouvoir conserver l'indicatif. À l'heure d'aujourd'hui, le nombre total de radioamateurs est près de 3 millions dans le monde, avec une courbe inégale selon les pays. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui. Beaucoup
enfin, un certain nombre de pays aujourd'hui n'ont pas de moyens financiers. Or, il faut dire que le matériel radio que nous employons, malheureusement, coûte un certain prix, et le niveau de compréhension de ces phénomènes n'est pas accessible à certaines populations qui, malheureusement, n'ont pas assez d'éducation de base, de connaissances de base pour pouvoir rentrer dans ce domaine. Et un autre chiffre, 15% des radioamateurs dans le monde sont des femmes. Oui, il y a des femmes radioamateurs, il y en a pas mal en France, mais dans certains pays, c'est strictement interdit aussi. En 2013, la France reconnaît 14 167 radioamateurs licenciés. Oui, à peu près, c'est à peu près le nombre qu'il y a aujourd'hui de radioamateurs en France. Oui. En 40 ans, depuis que vous faites le radioamateurisme, est-ce qu'il a changé? En bien, en mal? Est-ce qu'il est linéaire? Est-ce que c'est toujours le même public? Et préférez-vous avant ou aujourd'hui? Oui, la question est vaste là aussi. Il est évident que de par les progrès techniques, le radioamateurisme a beaucoup changé dans la mesure où le matériel qui était énorme à lampe dans le temps et compagnie s'est réduit, comme beaucoup de choses, c'est considérablement réduit. On fait beaucoup plus avec un petit truc qu'on faisait dans le temps avec une armoire, que j'ai connue d'ailleurs à l'époque. La première station AM que j'ai vue, amplitude modulée, était de la taille de l'armoire et du téléviseur ici, même plus gros, et ne faisait que de l'AM. Donc ça a beaucoup évolué, surtout au point de vue technique, électronique. Maintenant, le public, enfin disons les gens qui occupent les bandes, indicativés qui occupent les bandes, sont sensiblement les mêmes, mais le problème que nous avions, c'est que nous sommes vieillissants. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui rentrent. Il y en a quelques-uns qui sont motivés, qui veulent faire de la radio, et qui rentrent dans les radioclubs pour apprendre, passer une licence, avoir un indicatif et compagnie, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et ceci est dû au fait aussi, un petit peu de l'Internet, qui a enlevé de la valeur au radioamateurisme, parce qu'il y a 20 ans, je faisais le Japon, l'Australie, etc. Aujourd'hui, souvent de fois les jeunes me répondent, moi je le fais avec Internet. Il ne fait pas la même chose que moi, c'est-à-dire il ne correspond pas avec quelqu'un avec qui il a des affinités. Mais il peut quand même correspondre, et l'avènement de l'Internet qui évolue tous les jours, même très vite et même trop vite, et le téléphone portable, tout cela nous a mis un petit peu à régression. Vous le regrettez? Oui, je le regrette un peu, parce qu'il y avait dans le temps, comme partout, une ambiance un peu plus famille, qu'il y a un peu moins aujourd'hui. On retrouve un peu aujourd'hui, dans certains cas, rarement, parce que c'est quand même très surveillé, mais on retrouve un peu, entre guillemets, le je m'en foutisme d'aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient justement partager cette passion, je suppose 40 € par an pour la licence, ça va. Par contre, derrière, il y a tout le matériel. Et là, c'est peut-être pas le même prix. Tout à fait exact. C'est-à-dire, la licence est à 46 € par an, ce qui n'est pas une somme très élevée, c'est une redevance.
Par contre, le matériel électronique d'aujourd'hui, dans le temps, la plupart des radioamateurs fabriquaient leur matériel, ce qui durait plus longtemps, mais permettait de baisser énormément le coût de l'appareillage. Il faut dire aussi que dans le temps, les appareils ne faisaient, disons, qu'une chose. Alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'électronique, le même appareil peut faire 5 ou 6 choses. C'est-à-dire de l'amplitude modulée, de la fréquence modulée, de la bande latérale unique supérieure et inférieure, et certains du morse, bien sûr, il y a un bruiteur incorporé, si on peut dire, et il y a aussi la possibilité d'envoyer des signaux, certains signaux codés, ce qui remplace le baudot des salles de presse dans le temps. Ces baudots qui faisaient un bruit infernal. Vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune. Et évidemment, aujourd'hui, pour s'équiper dans les bandes décamétriques, il faut débourser l'équivalent à peu près selon l'appareil, selon ses qualités, selon sa puissance et compagnie, parce que nous sommes aussi limités en puissance, ce qui est tout à fait logique. Faut compter débourser au moins un minimum de 500 € pour avoir quelque chose dans les bandes décamétriques, c'est-à-dire de 10 à 100 mètres. Si vous voulez ajouter une VHF pour la bande VHF 144-146 qui est allouée en France, il vous faudra débourser une centaine d'euros de plus. Et puis il ne faut pas oublier les antennes, les alimentations, certain nombre de petites choses différentes, manipulateurs de morse, puisqu'il en faut un malheureusement, à présenter s'il y a un contrôle. Tout cela fait une certaine somme, disons un petit peu élevée, et qui est difficile pour les jeunes. C'est pour ça qu'il y a des radioclubs, parce que des jeunes peuvent venir trafiquer, ce qu'on appelle trafiquer, c'est manipuler et faire des contacts des appareils dans les radioclubs. Et ça ne leur coûte pas le prix du matériel. Mais bien sûr, ils n'ont pas de station privée. Il y en a un à Pau? Oui, à Pau, il y a un radioclub qui s'appelle F6KDU, Kilo Delta Uniforme, et qui fonctionne la plupart des samedis, je n'ai pas la truc sur les yeux, qui fonctionne la plupart des samedis, qui s'occupe souvent de fois de tenir un stand pour le Téléthon, pour plusieurs manifestations paloises, et de ce fait, nous avions, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, je suis un peu en retrait, nous avions une subvention locale et une subvention de la municipalité de Pau. Alors justement, de quelle façon le radio amateur peut-il aider le service public? Il y a plusieurs systèmes. Il y a le système dans l'immédiat. Par exemple, moi je me rappelle très bien du tremblement de terre de Mexico. Nous recevions des listes de gens blessés ou qui voulaient faire parvenir dans d'autres pays des messages disant qu'ils étaient vivants, que tout allait bien et compagnie. Et à plusieurs, nous avons veillé presque toute la nuit pour essayer de collationner la plupart des messages et essayer de les retransmettre vers des radioamateurs des différents pays pour qu'ils puissent avertir les familles. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre à Udine aussi, ça s'est fait de la même manière, c'est-à-dire essayer de collationner des messages venant de ces endroits pour les transmettre à un autre. Mais ça vous amène
ça vous amène à veiller toute la nuit, ce qui n'est pas obligatoirement facile. Là, le terme de radio-amateur revient, parce que radio-amateur, c'est pas être amateur, c'est être radio sans demander un sou à qui que ce soit. C'est dans ce sens que nous sommes amateurs. Nous faisons partie, nous avons fait partie, moi-même aussi, de la sécurité civile, qui, à Pau, nous a demandé que nous aidions pour la recherche des balises d'avion. Et nous faisions des manœuvres communes avec la sécurité civile pour essayer de retrouver, surtout ici dans les collines où c'est très difficile, si un avion tombait, que l'on puisse récupérer la balise de l'avion qui se met automatiquement en route. Ça c'est bien. Et nous avons le matériel approprié. Nous faisions ça sur une fréquence différente, mais assez proche de des 125,5 de la balise de l'avion. Et nous faisions des manœuvres conjointes, c'est-à-dire de la trigonométrie, trigonométrie, non, n'est pas le mot, de la triangulation. On partait à 3 véhicules en triangle, et à force de recouper sur la carte, l'antenne nous donnant une direction, le trait sur la carte, et quand on arrivait à un tout petit rectangle, là au milieu, on se doutait bien que la balise devait se trouver à cet endroit. Le seul problème, c'est que ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, il ne faut pas oublier que nous sommes en zone de pré-montagne. C'est-à-dire que très souvent, vous avez un signal qui vient d'un sens et qui en réalité n'est pas le bon sens du signal, parce qu'il se reflète sur une colline. Et donc il faut tourner beaucoup pour arriver à centrer. C'est un système qui est beaucoup plus facile dans la Beauce et dans la Brie que dans les Pyrénées ou dans les Alpes, bien sûr. Quand on vous entend parler, on comprend tout à fait pourquoi il est obligatoire d'avoir un examen et d'où la licence. Oui, parce que... Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut quand même un minimum de connaissances qu'on apprend, que n'importe qui peut apprendre s'il veut travailler et ça donner la peine. Mais évidemment, il faut un minimum de connaissances techniques, et il ne faut pas trop les oublier, ces connaissances techniques, parce qu'on perd vite le maniement des appareils et certaines techniques qui permettent justement d'aider dans certains cas. Il faut être un petit peu, il faut avoir un certain entraînement quand même. Et de maturité aussi. De jugeote, oui. disons. Oui. Le nez du chasseur, dans ces cas-là. D'ailleurs, ce système de recherche de balise, pour nous, entre nous, ça s'appelle une chasse au renard. La balise étant le renard. Ben voilà. Voilà. Jean-Louis, qu'est-ce qui vous a amené à être radioamateur? Eh bien, c'est pas difficile. J'ai toujours eu, plus ou moins, plutôt plus que moins, envie de faire de la radio. Malheureusement, quand j'étais jeune, à l'époque, ça n'existait que très peu, ou que dans certains milieux un peu différents du mien. Et quand j'ai été militaire, je m'occupais un petit peu, je donnais un coup de main à un radio de bord pour changer les quartz sur les pilotes, sur les avions de chasse. À l'époque, ça marchait à quartz, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et petit à petit, j'ai un peu appris avec ce monsieur. Et puis ensuite, quand je suis revenu, au bout d'un certain temps, j'ai connu c'était des gendarmes en retraite, qui étaient très gentils, qui étaient radio dans la gendarmerie, qui m'ont amené au Radio Club à Pau. Et c'est partant de là que je me suis lancé en 75,
74, 75, que j'y étais tous les samedis au Radio Club à prendre, bûcher, acheter des bouquins, prendre des cours de morse par un ancien radio qui était dans les Borges au Sahara. C'est lui qui m'a appris le morse, 8 élèves, je me rappelle très bien. Et puis petit à petit, à force d'apprendre, j'ai été au niveau de passer ma licence. Vous avez l'impression, à travers toutes ces machines, de voyager? Oui, oui, beaucoup. Oui, beaucoup, parce qu'on s'imagine. Oui. On s'imagine des choses. Une anecdote simple, un jour, j'écoutais la bande simplement, et puis j'entendais un bruit qui me semblait bizarre, mais connu. C'est-à-dire que j'étais en train d'écouter un chameau, et j'ai appelé, call sign please, envoyez votre indicatif, et c'est une personne qui était au Sahara, je ne sais pas exactement où, il avait un indicatif algérien qui m'a répondu et il était en train de mettre son antenne au point. C'est pour ça que de temps en temps il appuyait sur la pédale et j'entendais les chameaux là autour. À côté. Et j'avais déjà entendu ce bruit puisque j'ai fait un petit peu le Sahara. Et c'est comme ça que... C'est fantastique. On a discuté, il était en plein désert avec son troupeau de chameaux. C'est fantastique, à travers un poste, se retrouver au Sahara. Oui, je me suis retrouvé vraiment au Sahara et avec le bruitage qui allait bien. Et il était en train de fabriquer une antenne, alors lui, il avait trouvé une combine, il avait acheté des bouteilles, des canettes de Coca-Cola, il les soudait les unes sur les autres, il avait mis 3 radians, et avec ces bouteilles de Coca-Cola, il avait fait un petit mât qui lui permettait d'émettre, et le nombre de bouteilles faisant la hauteur et la fréquence permettant d'émettre là-dessus. Voilà une anecdote parmi quelques autres. Oui. Jean-Louis, vous êtes en train de faire quoi exactement là? Je cherche une fréquence dont j'ai besoin. Parce que cet appareil, je le connais mal, il est tout nouveau, très moderne. Et je le connais pas très bien. Foxtrot 6, Delta Uniforme Victor, lance appel pour QSO démonstration et attend une réponse de quelques amis qui seraient sur la fréquence. 73 à tous, 6 DUV à l'écoute. Super. 4WG mobile, département 64 à votre écoute, avec les 73. Ok, Foxtrot 4, Whisky Golf, de Foxtrot 6, Delta Uniforme Victor de retour, 73 chers amis, et merci beaucoup de m'avoir répondu. Je suis justement en QSO démonstration avec quelques amis et une dame journaliste qui en profite pour, je crois, filmer. Voilà, alors ici je travaille avec, je le connais mal celui-là, un IC 260 Echo et avec une antenne 4 éléments Yagi sur le toit et qui est sensiblement vers la Pierre Saint-Martin. Voilà, WX ici, gris, affreux, pas de pluie mais gris et vraiment pas marrant. Voilà cher ami, le prénom de l'opérateur est Jean, Juliette Echo Alpha November,
Et le QTH est Borde, Bravo, Oscar, Romeo, Delta, Echo, Sierra. Je vous repasse le micro. F4 Whisky Golf, Foxtrot 6 Delta Uniforme Victor, à l'écoute. Foxtrot 4, Foxtrot Whisky Golf. Ah merde. F4 FWG ou Foxtrot 4 Fraise Whisky Glaçon, comme ça on s'en rappelle. Bon, 73, bonjour, ok pour le QSO des démonstrations. Donc je suis en mobile, le prénom de l'opérateur est Alain, Alpha Lima, Alpha India November. Et le QTH Oloron Sainte-Marie en direction de Rébénac et du QTH qui est à Lys, dans la vallée d'Ossau. Voilà, les conditions de travail en mobile, c'est un petit cardon de bibande et puis un Kenwood TMD 700. Et actuellement, j'ai une quinzaine de watts, quelque chose comme ça. Voilà, genre, WX sur Oloron, ben, pas mauvais malgré tout, il fait encore 13 degrés. Avec un ciel légèrement couvert, mais disons que pour un jour de janvier, c'est assez agréable. Pardon. Voilà Jean, par contre je vais descendre vers Bel Air et pendant une fraction de seconde ou même, disons 2-3 minutes, je vais perdre un petit peu le relais dans le creux. Je vous repasse le micro F6 DUV, F4 FWG mobile, QTH Oloron. Ok, F4 Fox Whisky Golf, contrairement à ce que j'avais dit avant, 6 Delta Uniforme Victor de retour, ami Alain, bien compris le QTH et le mobile et la redescente dans le trou. Voilà. Et si on se perd un peu, ça n'est pas bien grave. Voilà, à part ça, je n'ai pas... par contre, la personne qui interviewe là me demande... Quelle est votre question? J'aimerais savoir si ce monsieur, combien de temps il fait du radio-amateurisme? Il y a combien de temps que tu es radio-amateur? Oh, il y a longtemps. Indicativé depuis 2008. Mais sinon, ça fait très longtemps que je fais de la radio. J'ai commencé dans les années 70 avec un émetteur à lampe, un émetteur Kenwood Trio TR2. Mais bon, j'étais pas indicativé. Après, la vie a voulu que, bon, j'avais d'autres choses à faire que de passer l'examen. Puis en 2008, j'ai commencé par la classe 3, pardon. Et ensuite, en 2010, juste 2 ans après, je suis passé classe 2. Voilà, tout. Mais bon, c'est un petit peu mon métier quand même, hein. Puisque je travaille dans tout ce qui est électronique, télévision... vidéo, électroménager, antenne et tout ça. Bien, mais enfin, il faut savoir qu'il n'y a pas que des radios-électriciens parmi les radios-amateurs, et heureusement. Voilà Jean, F6 DUV, F4 FWG mobile. Ok, F4 Fox WG mobile de 6 Delta Uniforme Victor. Tout est bien compris et ce que tu as expliqué a été enregistré. Oui, tu es comme moi, seulement tu as un avantage sur moi, tu as plus de connaissances techniques par rapport aux miennes. Moi, j'ai dû apprendre beaucoup de choses et je suis loin d'en savoir beaucoup. Tout le problème est là. Mais enfin, j'ai le virus, j'ai eu beaucoup le virus, je l'ai un peu moins, vu l'âge, mais ça ne m'empêche pas de l'avoir quand même un tout petit peu. Voilà, je te remercie beaucoup de cet excellent QSO et je vais couper court maintenant, si l'on peut dire. Donc je te présente mes 73, toutes mes amitiés, mes meilleurs vœux, que je ne vais pas présenter, que j'avais tendance un peu à oublier, et te repasse le micro pour le final. F6 Fox WG de 6 Delta Uniforme qui écoute ton final. Aussi, oui, j'ai oublié, c'est vrai qu'on oublie vite, mais avec les événements actuels, on a un petit peu la tête prise par autre chose, malheureusement. Alors, meilleurs vœux, Jean, ainsi qu'à tout ton entourage, et au grand plaisir de se retrouver, bien sûr. Je suis beaucoup actif en décamétrique, le soir avec tous les copains de la Méditerranée, pratiquement de la France entière aussi, et puis quelques amis belges qui
Marocains ou Algériens qui sont là sur 3674 en Lima Sierra Bravo. Voilà Jean, à bientôt. Merci pour le QSO, 73 à tous. Amitié aux écouteurs, F4FWG mobile en stand-by. À bientôt Jean, merci. Et bonne soirée. Merci. Ok, bonne soirée aussi et merci beaucoup du très bon QSO et amitié aux écouteurs évidemment. Bye. Quand vous êtes devant tous vos postes, combien de temps il vous arrive de rester? Parce que quand je passe devant chez Luminos, ils ont des luminaires allumés. Ça dépend, des fois j'écoute un peu une bande, il n'y a rien qui m'intéresse, qui m'incite. Donc je bouquine, je lis des revues, je bricole. Et puis il y a des fois je tombe sur 2 ou 3 gars intéressants et puis ça tourne, ça peut tourner jusqu'à 1 heure ou 2 heures. Oui, on a peut-être du mal parfois de décrocher. Oui, quelquefois oui. Quelquefois, oui. Ben oui, ça paraît vraiment intéressant. Et puis il y a le contact radio, il est sympa ou il ne l'est pas. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, que vous discutez. Oui. Et il y a des gens qui vous intéressent, qui vous semblent sympas, vous avez envie de discuter, puis il y en a d'autres, vous dites au revoir, bonne journée, et puis on s'en va. Alors c'est quoi ce petit boîtier? C'est un manipulateur de morse. D'accord, mais il a combien d'années? Ouh, celui-là, il a dû faire l'Indochine. Il fonctionne encore? Ah oui, très bien, oui, absolument, oui. Et celui-ci devant nous, c'est le plus récent? Plus récent, il y a encore plus récent, mais c'est un manipulateur électronique à mémoire. C'est-à-dire que je peux intercaler un point entre 2 traits ou un trait entre 2 points, en mémoire. C'est avec celui-ci Oui, en général, je travaille avec celui-ci ou avec celui-là. Celui-là, c'est celui qui est directement sur le poste. Relié. D'accord. Lorsque je fais du morse, bien sûr. Quel conseil vous donneriez à une personne qui aimerait s'y mettre? Ben, simplement, d'abord d'acheter les bouquins dont il aura besoin pour travailler un petit peu, dans un premier temps, venir au Radio Club où il aura des renseignements par tous les gens, tous les radioamateurs qui seront là. Il pourra voir, toucher et à la limite se servir un peu des appareils. Ensuite, évidemment, ce qui lui permettrait de passer une licence. Et là, le problème, c'est à la limite essayer de trouver un appareil décamétrique, malheureusement, qui ne sont pas qui sont d'un prix assez élevé, ce qui lui permettrait de faire de la BLU et du morse. Ça lui permettrait de s'entraîner aussi en morse et compagnie, et à la limite de prendre des cours sur la fréquence, parce qu'il y en a par certaines écoles militaires. Et puis après, à la débrouille. Hein. Vous seriez prêt pour former quelqu'un qui viendrait vous voir? Oui, ça ne me gêne pas du tout. Bon entendeur alors, si quelqu'un est intéressé à bon entendeur? Oui, bien sûr. Ces derniers temps, ne m'étant pas tellement, étant plus pris par l'ordinateur, par Internet et compagnie, je trafique, c'est-à-dire je fais des contacts, je fais beaucoup moins de contacts que j'en ai fait, mais chaque fois, dans le temps où je faisais un contact, je demandais la carte QSL, c'est-à-dire la confirmation des contacts que j'ai fait. Ils ne sont pas tous là, là il y en manque 80%. Alors j'ai ici les contacts, les confirmations de contacts que j'ai fait en France, puisque l'indicatif est F. Ici derrière, malheureusement planqué derrière un truc, j'ai les contacts européens vers l'Asie. K c'est
c'est K, je ne me rappelle plus. VE, c'est le Canada. Il y a 5T5, c'est un pays d'Afrique, je ne sais pas lequel. Il y a des Italiens. Ici, c'est plutôt la partie Asie, Moyen-Orient. Et ici, j'ai la partie un peu éloignée. Ici, il y a des QSL qui me plaisent bien. Z21, c'est le Zimbabwe. Et le Zimbabwe, c'est un pays qui ne comporte pas de radioamateurs. Et j'ai réussi à contacter le Zimbabwe parce que c'était un diplomate de passage au Zimbabwe. Et il était appelé par tout le monde, parce que le Zimbabwe, tout le monde le voulait. C'était un peu la courte QSL. Et voilà. On peut dire que votre petit coin contient le monde? Oui, il contient le monde entier, oui. Et de belles histoires, en fait. Et oui, et quelques souvenirs. J'avais récupéré ce tube. Ce qu'on appelle un tube, c'est une lampe radio qui était sur les émetteurs allemands pendant la guerre. C'est un tube d'émission qui équipait c'est un Telefunken. Elle a beaucoup d'années, celle-ci. Ah oui, elle a dû être fabriquée entre 30 et 40. À peu près, avec ce qu'on appelle les cornes, ici en haut, les sorties, les cathodes. Vous êtes un sacré passionné. Oui. Oui, un petit peu, j'ai pas mal... Alors, Jean-Louis, je tenais à vous remercier de nous avoir accueillis dans votre petit coin, dans votre monde en fait, un petit peu. Et je vous dis bon voyage, continuez. Oui, tant que je pourrai, je continuerai de temps en temps à être sur les ondes. Et ça me fait bien plaisir de temps en temps, ça me décontracte, ça me fait rêver. Ça me repose. Eh bien, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Je vous remercie beaucoup.